Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. De quoi est-ce que je vais vous parler? Encore d'automobile. Mais vous allez voir, c'est alors ce qu'on appelle l'autopartage, là. Est-ce que, après le Covid, vous acceptez toujours soit de louer votre voiture à des inconnus, soit de monter dans une voiture qui est louée par des inconnus? On va voir ça. A priori, oui, quand même. Et puis ensuite, on partira dans les étoiles. L'espace, ça s'appelle le New Space maintenant. Allez, c'est parti. Et notre premier invité. On repart, les amis. Et donc, transformation des business, comme on le disait, avec Benoît Sinault, qui est le PDG de Wicar. Bonjour. Bonjour, Benoît. On va raconter Wicar. Juste petit préambule. On en a déjà parlé d'ailleurs ensemble. Les géants de la location de voitures sont en train de s'effondrer. Ça se confirme. C'est-à-dire, Hertz a été le premier grand groupe à faire faillite, enfin à se mettre sous la loi de protection des faillites aux États-Unis. Là, on apprend que Europcar n'arrive pas, en fait, malgré des PGE, malgré un soutien public, n'arrive pas à gérer sa dette et donc va sans doute être repris en main directement par ses créanciers. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un modèle là pour les gros loueurs. Alors, est-ce qu'il est derrière nous? Est-ce que c'est juste une pause très très importante? En gros, c'est les loueurs qui dépendent du voyage. Je parle sous le contrôle de Benoît. T'hésites pas, Benoît, si je dis des bêtises. Donc, qui dépendent du voyage. Il n'y a plus de voyage, donc ils s'effondrent. Mais pour qu'ils s'effondrent avec une telle force, c'est que derrière, je pense qu'il y a des sacrées interrogations quand même sur leur business model. Et puis, il y a des loueurs plus petits. Jean-Luc Puerto-Salaver, le fondateur d'Ucar, Ada avant, toute son histoire, lui, dans la location de voiture. Il est venu nous voir, Jean-Luc Puerto. Lui, il tient le choc. Lui, c'est la location de proximité. Bon. Et on arrive sur Wicar. Tu te considères d'ailleurs comme faisant partie de ce secteur de la location de voiture, Benoît? Nous, on se considère comme faisant partie du secteur de la mobilité, en général, et de proposer une solution à nos utilisateurs pour avoir un accès simple à une voiture qui n'est pas la leur, pour un quelconque déplacement. C'est mobilité, location de voiture, économie collaborative. C'est un espèce de triptyque là, que tu mets comme ça. C'est mobilité, accès au véhicule par la consommation collaborative, dans une modalité qui ressemble à la location de voiture, mais voilà, qui est avant tout l'accès au véhicule de votre voisin. Alors, c'est une dynamique, donc ça date de 2013-2014, Wicar? Oui, fin 2012, début 2013. Ouais. J'ai été revoir, donc, financé au départ par Marc Simoncini. Exact. Voilà. Exact. En fait, oui, tu connais ça par cœur parce que tu étais au début. Non, mais juste, je le dis d'un mot, parce que j'ai été regarder ça pour préparer cette interview. Donc, en fait, ils avaient une grande plateforme de services partagés qui s'appelait Ziloc. Tout à fait. Et il y avait une telle demande autour de l'automobile qu'ils ont fait une sorte de spin-off. Oui, parce que l'automobile. Voilà. Oui, parce que l'automobile, c'est pas la perceuse en fait. L'automobile, on prend la route, il faut qu'on s'assure, etc. Donc l'animal était un petit peu différent de tout ce que faisait Ziloc par ailleurs, qui était l'objet du quotidien. Et donc il a paru effectivement pertinent de sortir les voitures de Ziloc et d'en faire une société à part entière qui se focalisait sur la voiture. Ouais, mais il y avait une grosse demande aussi. Il y avait une grosse demande, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. À cette époque. Et donc c'était cette dynamique dans laquelle, en gros, l'automobile allait devenir une commodité. Oui, un service. Oui, mais un service, c'est même une commodité, finalement. Bon, voilà, on aurait une sorte de... Bolloré et ses Autolib, c'était un peu ça, voilà. On avait l'automobile générique, etc. Il se trouve que Jacques Aschenbroich, le patron de Valeo, était à ta place la semaine dernière, et il dit, ça, c'est peut-être terminé, ou on va peut-être en revenir. Voilà, et c'est pour ça que... de cette idée d'automobile commodité, et tout à coup... Tiens, dans ma voiture à moi, je me sens davantage en sécurité et je veux peut-être davantage l'utiliser et j'ai peut-être moins besoin de la prêter ou de la louer. Donc voilà, je voulais savoir, Benoît, comment est-ce que tu regardais l'ensemble de ces évolutions, s'il y avait des évolutions? Nous, on a une vision un peu différente. On vit en fait, pour ce qui nous concerne et ce qu'on observe, en fait, un changement de rapport au véhicule extrêmement profond. En particulier quand on parle aux jeunes générations, qui sont des générations qui sont habitués à des services de partage, qui sont nés avec pratiquement des Airbnb, des Uber et autres, et pour lequel en fait la possession du véhicule n'est pas une finalité en soi. C'est assez intéressant d'ailleurs dans mes équipes. Moi j'ai une 50aine de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont entre 25 et 32, 33 ans. Beaucoup de gens qui n'ont pas le permis de conduire du tout. Alors là, qui pour le coup... Benoît, pardon, mais ils sont pas représentatifs du tout. Si, ils sont représentatifs quand même des populations urbaines. Ah ouais.
qui rassemble quand même... Ultra urbaine, ultra connectée. Ils travaillent chez Wicar, qui rassemble quand même 80% de la population française, puisque en fait, une grosse partie de notre population est dans les grandes métropoles, en fait. Et oui, et en fait, le lien au véhicule, en fait, change pour ces raisons-là. C'est moins vrai, effectivement, dans les Alors, provinces. attends, mais tu as la réponse. Alors, grande métropole... Paris-Bordeaux, le comportement vis-à-vis de l'automobile est le même. Paris-Lille, le comportement vis-à-vis de l'automobile est le même. Ah bah nous, on observe, hein, on a une plateforme de marché, hein, donc on observe les comportements. Et en fait, on observe une explosion de ces services-là dans ces villes-là, quelles qu'elles soient. Hein. Nous, nos meilleures villes, c'est pas seulement Paris, c'est Marseille, c'est Lille, c'est Nantes, c'est Rennes, c'est Strasbourg. On a vraiment des villes qui, partout en France, en fait, se mettent à ces services-là. On a d'ailleurs vu dans la mobilité, un Vélib, c'est pas seulement parisien. Hein. Quand Vélib s'est fait à Paris, tout d'un coup, il y a eu des Vélib à Lyon, il y a eu des Vélib à Toulouse, il y a eu des Vélib à Mans, il y a eu des Vélib partout. En fait, je pense que la mobilité connaît une évolution. Peut-être une révolution, je ne sais pas si on peut aller sur ce mot-là, mais en l'occurrence une évolution qui fait d'ailleurs même que des services comme Autolib d'il y a quelques années sont des services qui sont peut-être même déjà un peu passés. Hein. D'ailleurs, nous, Wicar, on se positionne pas vraiment sur la location à l'heure de voitures en ligne. Pourquoi ? C'est fini Autolib, attends, j'ai pas rêvé. Oui, mais pas seulement parce que Autolib, mais parce que aussi beaucoup de services de mobilité alternatifs sont apparus depuis ces années Autolib, en fait, que ce soit Uber, que ce soit les scooters électriques, les vélos électriques, la trottinette électrique, etc. Combien sont rentables ? Peu. Parce que si Autolib s'est arrêté, c'est qu'à un moment, Bolloré en avait assez de payer des dizaines de millions d'euros tous les ans pour faire le compte d'exploitation. Tout à fait. Mais il était aussi face à un modèle économique qui potentiellement structurellement n'était pas forcément rentable. Ouais, l'autopartage est un modèle de mobilité qui est extrêmement compliqué. D'ailleurs, parlait tout à l'heure de la location traditionnelle. Ce sont tous des modèles avec des coûts fixes élevés. Les loueurs traditionnels ont un problème. Ils ont un coût de possession de la voiture. Vous parliez d'Europecar, je disais leur rapport annuel il y a 2 ans. Je crois qu'ils ont un demi-milliard de dollars de coût de possession de la flotte. De gestion de stock. Et ça, je ne compte pas ensuite les agences, les salaires des agents, etc. Donc c'est un modèle de coût fixe. Nous, on essaie de se positionner. Et d'ailleurs, effectivement, dans la mobilité, c'est pareil. Hein, quand on a vu en partage des voitures, c'est compliqué, en fait, l'autopartage. Par contre, le partage de trottinettes, je pense que c'est des modèles qui peuvent être effectivement rentables. Pourquoi ? Parce que moins cher en gestion de stock, tu veux dire ? Mais surtout, l'actif n'est pas cher. L'actif n'est pas cher, mais sa durée de vie est courte. Mais sa durée de vie est courte. Mais le rapport, en fait, entre les 5 € qu'on va payer pour quelques minutes de trottinette et les 50 € du coût de la trottinette, c'est-à-dire pratiquement 10% de son prix, on ne peut pas faire, en fait, une location de voiture qui coûte 10% du prix de la voiture. C'est pas possible. Donc, en fait, on a un rapport entre la valeur générée par la mise en location et le coût de l'actif qui est de 1 à 100, en fait, quand on passe de la trottinette à la voiture. C'est super intéressant, le chiffre que tu viens me donner. C'est un vrai chiffre ou c'est une idée ? C'est 50 € aujourd'hui, Lime les chiffres qui courent sur ce marché-là, c'est effectivement 50 € la trottinette. Qui sont pas chers, en fait. Et au final, quand on loue une trottinette, on s'aperçoit assez vite qu'on a vite fait d'y mettre 3, 4, 5, 6 € pour un trajet qui va du 15e arrondissement au 20e arrondissement, par exemple. Donc je pense que... Et donc en 10 trajets, on a payé la trottinette, en fait. En l'occurrence, le rapport, si vous voulez, entre la valeur qu'on arrive à générer avec une location et le coût de l'actif n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a pu connaître, par exemple, dans les années Autolib. Je pense qu'effectivement, la location traditionnelle a ce même problématique, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'acheter de l'actif pour ensuite le mettre à louer. Nous, on parie sur quelque chose qui est complètement différent, qui est une meilleure efficience de la consommation de la voiture par le partage, en fait. Alors, j'assume de dire maintenant, on ne le disait pas encore beaucoup il y a 2-3 ans, mais qu'on considère aujourd'hui qu'il y a trop de voitures en France. Alors, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, hein, mais si on regarde un petit peu les patterns d'usage de la voiture, leur taux de disponibilité, leur coût d'achat, etc., honnêtement, on pourrait faire la même chose avec 20 millions de voitures. On en a 40 millions aujourd'hui. On pourrait avoir 20 millions de voitures et faire exactement le même nombre de trajets, le même nombre de kilomètres par an, etc. Sauf qu'effectivement, on a une culture historiquement de la possession de ce véhicule, hein, qui pour beaucoup d'entre nous dort très très souvent toute la semaine au parking avant de partir au week-end. Accessoirement une industrie. Hein. Et accessoirement une industrie, bien évidemment. Mais non, parce que la révolution que tu portes, c'est pas seulement une révolution d'usage. Bien sûr, voilà. C'est une révolution industrielle. Mais j'allais dire, on peut embrasser l'évolution et les révolutions industrielles, ou on peut en résister, mais je pense qu'on va vers ça. Ce qui me fait dire d'ailleurs, Benoît, je me rends compte, tout ça est passionnant, hein, on a le temps, mais je me rends compte, en fait, on n'a pas précisé, parce que comme si tout le monde savait ce qu'était Wicar. Wicar, l'idée, c'est que vous louez pendant quelques heures la voiture d'un particulier. Exactement. Et que Wicar est la plateforme, en fait, qui permet cet échange avec des conditions d'assurance. Exactement. Des conditions de sécurité et des conditions contractuelles. Un protocole sanitaire qui a été Alors, effectivement, renforcé. On accompagne nos propriétaires aujourd'hui qui sont très
très à l'écoute, parce qu'effectivement, nous, en ce moment, le Covid, on dit souvent, il y a des sociétés qui ont un bon Covid, puis il y a des sociétés qui ont un mauvais Covid. Non, on a un mauvais Covid. C'est pour ça que tu es là. Je me disais peut-être que le modèle, en fait, est challengé parce que j'ai plus envie de monter dans la voiture d'un inconnu. Par contre, et ça, c'est pour le coup, les chiffres sont là à l'appui aussi, on a fait un été exceptionnel. C'est-à-dire que ce facteur qui consiste à dire exceptionnel. Oui, mais la seule différence, c'est qu'on n'avait pas de limitation d'actifs. Ouais. C'est-à-dire que les loueurs, en fait, comme effectivement ils ont eu un problème pendant le premier confinement, ne se sont pas équipés pour l'été. Donc ils sont restés plutôt sur leurs 20-25 000 voitures d'hiver. Et en fait, quand est arrivé l'été, en fait, ils étaient en rupture de stock tout de suite. Absolument. En fait, nous, la demande était là et l'offre était là également. Donc en fait, on a fait un excellent été avec extrêmement peu de gens qui nous disaient on a peur de monter dans la voiture d'un autre. Par contre, effectivement, on jouait un rôle d'accompagnement extrêmement fort auprès des propriétaires qui eux aussi n'avaient pas loué leur voiture depuis 2 ou 3 mois. Il y a beaucoup de propriétaires qui les louent parce qu'ils ont besoin d'un petit complément de revenu, parce qu'ils ont besoin de payer leur assurance, parce que voilà, ils ont une deuxième voiture qui dort. Et donc, ils étaient extrêmement à l'écoute et on les a accompagnés dans la mise en place, dans leur véhicule, effectivement, d'un protocole sanitaire, de gel hydroalcoolique dans les boîtes à gants, d'un petit tour de véhicule et éventuellement d'un petit recleaning avec le locataire qui allait prendre la voiture. Donc, en fait, on les accompagnait et effectivement, ça a extrêmement bien marché. Et tout ça se passe parfaitement bien. Ça s'est passé extrêmement bien. Pour vous donner un chiffre, on a fait 80% de plus de locations à l'été 2020 qu'à l'été 2019. C'était une explosion. Je pense que là, ça invalide la réflexion avec laquelle je commençais cet entretien. C'est pour ça que je donne le chiffre. En fait, ça a été une explosion. Et je pense que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la voiture est quand même restée le moyen de mobilité perçu comme le plus sûr. C'est-à-dire qu'on nous disait tous, tenez-vous éloignés de tout le monde, mettez des masques, ne serrez les mains à personne, etc. C'était compliqué de s'asseoir dans un train juste à côté de quelqu'un avec ce langage-là. Et effectivement, la voiture permettait de partir en vacances en famille. C'est peut-être la même famille. Même, Benoît, mais c'est la liberté quand même, l'automobile. C'est également la liberté. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut... J'improvise mes vacances. Exactement. C'est quand même beaucoup plus simple d'improviser avec une automobile. Exactement. Et dans des périodes, encore une fois, de Covid quand même, je pars en vacances dans la voiture avec les mêmes personnes avec lesquelles j'étais confiné. Oui. J'étais dans le même appartement pendant 3 mois. Oui. Je suis dans la même voiture, pas beaucoup plus dangereux. Oui. Et en fait, on part comme ça. Et on a connu effectivement un été excellentissime avec énormément de demandes, y compris des demandes de dernière minute de gens qui s'organisaient. Marc Simoncini, il disait, donc toujours 2013, donc pour le coup, il ne s'était pas gouré parce que ce que tu décris là, il le décrivait parfaitement. Et il disait, on veut une voiture à louer dans chaque rue de France. Oui. Est-ce que alors l'objectif est atteint? Mais Marc avait raison. Il y a combien le parc aujourd'hui? On a 35 000 voitures aujourd'hui sur la plateforme, donc ça fait encore très longtemps qu'on existe, mais on croit, ça croît assez régulièrement. Alors ce qui est encore très intéressant, c'est que nous, ça ne nous coûtera rien d'en avoir 400 000. Oui, c'est ça. En l'occurrence, et c'est pour ça que Marc disait ça, et on a une vision vraiment commune là-dessus, ce qui consistait à dire, encore une fois, nous, notre vision, c'est la responsabilisation dans la consommation de l'automobile. Et une espèce d'efficience collective à consommer juste ce qu'il faut à partir du moment où on a cette espèce de taille critique qui nous permet d'avoir un véhicule, quel que soit l'endroit dans lequel on est. Donc effectivement, notre vision, c'est de dire, mettez-les en partage dans n'importe quelle rue de France, comme ça, effectivement, dès que vous avez besoin d'une voiture, même si vous n'en avez pas, en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, vous pouvez être dans la voiture d'un autre et partir. Et toi, ton défi, c'est de rendre les choses simples. Ultra simple, ultra fluide, sans couture, comme on dit, keep it stupid simple. Voilà, c'est ça. Et effectivement, toute la complexité, c'est dans cette simplicité-là. Alors, j'ai une question, t'es pas obligé, mais quand même, parce que je réfléchissais au truc. Donc, aujourd'hui, c'est la SNCF qui est propriétaire de Wicar. SNCF a investi en 2015 dans Wicar, oui. Enfin, ils sont propriétaires, ils ont 100% du capital. Ils étaient majoritaires, oui, tout à fait. Ah oui, c'est ça. Et il y a encore un peu de part... les managers... D'accord. Oui. Très bien, bravo. Selon cette phrase que j'adorais de Guillaume Pépi, la SNCF transporte les gens de gare en gare, c'est ballot, les gens n'habitent pas dans les gares. Oui. Donc la logique, c'était quand même d'essayer de s'étoffer. Là, on sait que la SNCF est en grande difficulté. Oui. Est-ce qu'une filiale comme la tienne peut continuer à bénéficier des investissements et des moyens d'investir qui vont être nécessaires pour continuer ce développement, justement? Il y a des discussions, il y a des choses qui évoluent en fait dans le groupe SNCF, puisque effectivement la direction qui a pris les rênes en fait du groupe en début 2020 en fait a renouvelé son souhait de se focaliser sur le ferroviaire, et donc on sera certainement amené à communiquer un certain nombre de choses c'est pas mal. en début 2021. Donc vous allez sortir du truc. On verra. Et
c'est vous qui allez racheter le truc, un petit On management buyout? On communiquera en temps voulu. Ah ouais, bonne idée. Et comme ça, en plus, on aura une valorisation, donc on verra. Bon, mais en tout cas, non, le modèle n'est pas abîmé, c'est ta conviction. Ah oui, non, moi le modèle... et les chiffres de croissance enregistrés avant le Covid. Non, parce que sur Airbnb, par exemple, il y a des questions qui se posent. Là, ils vont aller s'introduire en bourse, on va voir comment le marché va regarder les choses. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent sur Airbnb. Tu n'as pas le sentiment qu'elles peuvent se poser sur Wicar? Honnêtement, je pense que Airbnb, ce n'est pas une question de modèle qui se pose aujourd'hui. C'est une question conjoncturelle qui consiste à dire, effectivement, comme les grands leurs traditionnels que tu citais en début d'émission. En fait, toutes ces plateformes et ou ces loueurs dépendent pour 20 à 40, 50% du trafic international. Il faut savoir qu'un loueur traditionnel fait 40% de son chiffre en gare et en aéroport, enfin en aéroport surtout, de gens qui viennent de l'étranger. Or, les flux internationaux aujourd'hui sont coupés. Donc la problématique conjoncturelle et circonstancielle de ces structures-là, c'est qu'effectivement, structurellement, on leur a enlevé 40% de leur chiffre d'affaires et ils ne savent pas quand on leur rendra. Le modèle en tant que tel, lui, tient. Airbnb a montré son modèle depuis toujours. C'est maintenant une société rentable et ils ont mis un peu de temps, ils ont levé pas mal d'argent. Mais en l'occurrence, c'est effectivement des modèles qui sont basés sur la taille critique. Par contre, effectivement, on a circonstanciellement, là, conjoncturellement, une étape à passer qui est quand même pas facile, hein, parce que je pense que pour Airbnb, c'est compliqué aujourd'hui de ne plus avoir aucun international, de Paris qui va à New York, de New York qui vient à Paris. Comme toi, ils sont asset light, enfin relativement light. Oui, alors nous, on a une chance quand même, c'est qu'effectivement, on est encore franco-français. Ouais. Et en fait, du coup, quand ça a redémarré, en fait, on a récupéré tous nos volumes. Donc, on allait lancer l'Espagne au moment du premier confinement et on a levé le doigt. Et maintenant, on attend de savoir quand est-ce qu'on réappuie sur le bouton. Très bien. Bon, j'attends l'annonce du management buyout de Wicar. Benoît. Tu le remarqueras. Benoît Sinault, donc futur propriétaire de Wicar avec ses amis, était avec nous sur Bismart. Benoît Sinault, donc le PDG de Wicar. Une pause sur Sud Radio, on repart dans les étoiles. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. On va finir cette émission et on va revenir en digital. À la limite, tu pourrais presque, François, être dans une station spatiale internationale. Voilà, on aurait pu la jouer comme ça, en fait. On aurait pu prétendre que tu es quelque part en orbite. On voit derrière Starbust. Donc, avec François Chopard, on va parler de ce qui se joue en ce moment dans l'espace. Mais c'est ça qui est très intéressant. Tu nous redonnes un petit peu le concept de Starbust, l'innovation spatiale, François? Oui, alors, nous, on est avant tout un accélérateur de start-up. Donc, on accompagne des start-up dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et de la défense. On a démarré à Paris il y a 7-8 ans. On est maintenant dans 8 pays. On est une soixantaine de personnes et on investit dans à peu près 20 startups par an depuis 3-4 ans. Donc, on a un portefeuille d'à peu près 60 startups. Et pour bien comprendre, vous êtes le lien entre les grands groupes qui sont quand même le cœur de ce qui se joue sur l'aéro et sur le spatial, et puis justement les innovateurs qui peuvent leur apporter des petits éléments pour progresser. C'est un peu ça, c'est ça le sujet? Alors oui, on a démarré en accompagnant les grands groupes, mais de plus en plus, on travaille directement, alors plutôt dans le militaire et dans le spatial, avec les agences ou les armées. Donc, on a gagné il y a 2 ans un gros contrat avec la DGA et on les alimente en permanence en start-up, mais on a gagné aussi des gros contrats avec l'US Air Force, avec la NASA et d'autres agences américaines. Et l'US Air Force, on va parler un peu des Américains, mais voilà, investit ou donne des contrats à plus de 1000 startups quasiment par an. Elle a pour vocation à mettre plusieurs millions dans 300 d'entre elles, et ainsi de suite, pour former et pour faire émerger les futurs SpaceX. Et l'agence, j'imagine, c'est cette fameuse DARPA là, dont on parle régulièrement. Non, le concept de DARPA, c'est un autre concept. La DGA a créé l'AID, l'Agence d'innovation de défense. Ouais. Ils sont une centaine de personnes. Ils ont récupéré les budgets de la DGA pour la préparation du futur. Et au sein de cette agence, ils ont une cellule qui s'appelle le Innovation Defense Lab, qu'on héberge dans nos bureaux. Donc, rue Ballard, pas très loin de la DGA, on a investi un immeuble de 7 étages
2 de ces étages-là sont consacrés à cette Innovation Defense Lab. Et c'est là où ils animent des workshops, des séminaires et ils rencontrent les startups françaises et européennes. Alors, j'imagine c'est tous les domaines, c'est-à-dire, j'essayais de réfléchir là pendant que tu présentais le truc, les domaines startups qui peuvent intéresser l'armement. Il y a des domaines privilégiés quand même. Nous, on s'est concentré sur tout ce qui volait. Donc, mais ça va du drone, plus ou moins lourd. Donc c'est des drones d'observation qui peuvent servir de relais de communication, qui peuvent faire du transport de marchandises ou de logistique. On voit de plus en plus les voitures volantes. Et donc ça, c'est sérieux. C'est très sérieux. Une des startups de la Silicon Valley vient de lever 600 millions de dollars auprès de Toyota Venture parce qu'un certain nombre de constructeurs automobiles considèrent que ça pourrait être le véhicule de transport de demain. Donc c'est très sérieux. Et c'est qu'un exemple. Aux États-Unis, on va retrouver beaucoup de startups qui développent des avions supersoniques. Et donc, il y en a une qui vient de faire rouler son prototype avec 2 personnes. Mais comment ça se passe, François? Parce que c'est là où il y a toujours un truc que j'ai du mal à comprendre. Les enjeux dont tu parles là sont des enjeux considérables qui nécessitent des milliards d'investissements. Donc, ça, c'est pas à l'échelle même d'une grosse start-up. Donc, où se fait le lien? Comment est-ce que à un moment, en gros, elles deviennent Elon Musk, puisque c'est ça un peu le sujet qui revient assez régulièrement quand on discute avec toi. Mais typiquement, si on regarde, si on fait un parallèle avec la voiture autonome, on a vu un certain nombre de startups émerger aux États-Unis et se faire racheter pour plusieurs milliards par Google avec Waymo, Cruise avec General Motors, Tesla rachète des petites boîtes. D'accord. Donc, Waymo, par exemple, c'est le prototype de la boîte qui peut encore démarrer dans un garage, on va le dire comme ça, sur pourtant de l'innovation fondamentale, et qui, à un moment, effectivement, va se faire racheter par un grand groupe, et c'est là que se fait le pont. Dans un domaine comme le spatial, on a une de nos startups qui est passée par l'accélérateur il y a 3 ans, qui développait un 3e étage de fusée et qui s'introduit en bourse en janvier à 1,2 milliard. 3e étage de fusée, ça veut dire quoi, François? Je ne comprends pas, 3e étage de fusée. C'est-à-dire que tu vois, dans ta fusée, aujourd'hui, tu as 2 étages. Et le 3e, c'est la coiffe dans lequel tu mets tes satellites. Eux, ils ont développé un véhicule que tu mets là-dedans, sur lequel tu greffes plein de satellites. Et une fois qu'ils sont libérés, ils vont déposer les petits satellites sur leur orbite précise. Ils sont associés avec SpaceX et ils ont développé un énorme marché. Parce que SpaceX positionne un endroit, lâche un satellite à un seul endroit dans l'espace. Mais ça intéresse le plus gros satellite. Les autres, ils ont envie d'aller ailleurs. Surtout qu'on nous dit que l'heure est au mini-satellite, justement. Exactement. Et les fusées comme SpaceX ou même Ariane 6 ne sont pas équipés pour ça. En fait, ils sont équipés historiquement pour mettre en orbite 1 ou 2 satellites à des orbites précises. Là, quand on en envoie 50 ou 100, la possibilité d'avoir un véhicule supplémentaire, pas trop cher, qui va les déposer de manière assez précise, ça a autant de valeur que SpaceX. Alors, allons dans l'espace, puisque maintenant qu'on a vu les voitures volantes, les pistes de recherche qui sont les plus intéressantes pour toi? Tout ce qui va à trait au service dans l'espace. Aujourd'hui, on a beaucoup de satellites, on va en avoir plus, et donc pouvoir les ravitailler, pouvoir les réparer. La station spatiale, aujourd'hui, on en a une. Je considère que dans 10 ans, on en aura beaucoup plus. Il y a un élément qui va changer beaucoup de choses, c'est que SpaceX, aujourd'hui, ils ont une fusée qui s'appelle Falcon 9, qui est déjà beaucoup moins chère que tout le monde. Ils prévoient, dans quelques années, et les tests sont quasiment finis, de lancer leur nouveau vaisseau, qui est une forme complètement différente. Leur nouveau vaisseau permettra de mettre en orbite 100 tonnes au niveau de la station spatiale pour 10 millions de dollars. Parce que je ne sais pas aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui je sais pas, Ariane 6, elle met combien en orbite? Elle met entre 5 et 10 tonnes. Un gros satellite, c'est 5 tonnes. Ils en mettent 2. Alors en orbite basse, ils peuvent mettre plus de payload.
Quand il faut les emmener plus loin, Non, mais ils c'est en mettent juste moins. pour qu'on ait une idée de la rupture que va représenter une fusée qui va emporter 100 tonnes. Donc, ils vont encore diviser par entre 10 et 100 du prix au kilo dans l'espace. Et donc 100 tonnes, c'est quasiment le poids d'une station spatiale. Donc, tu vois, pour 10 millions de dollars, tu peux mettre une nouvelle station spatiale dans l'espace. Hein. Et donc, si tu as des stations spatiales dans l'espace beaucoup moins chères, eh ben, tu peux commencer à y mettre des ordinateurs et faire du cloud computing, commencer à y mettre des usines et fabriquer de la fibre optique, par exemple, euh, potentiellement y mettre des prisons, tu vois, et tout un tas de trucs, des labos pour médicaments, parce que dans l'espace, quand tu n'as pas de gravité, tu fais pousser les cellules de peau se développent différemment. Tu as vraiment le sentiment, alors tu es dedans et tu as vraiment le sentiment que l'espace va devenir une excroissance de la Terre, un endroit à coloniser et qui sera colonisé. Ce que dit pas Bezos, hein, Musk, il est un peu sur notre créneau, mais c'est que, en gros, son business model de fusée a de sens que si il en lance 2 ou 3 par jour. Hein. Donc Bezos, c'est Blue Origin. Hein. C'est vrai qu'on en parle moins que c'est Musk. Blue Origin. Blue Origin, Ouais, il le finance avec son propre pognon, lui. Hein. Il sort 1 milliard tous les ans. Voilà. Et du coup, comme ils ont plus de moyens, ils vont moins vite, il est moins sur le dos des mecs, donc c'est pas la même mentalité que Musk. Mais ça a du sens si tu as 10 000 personnes dans l'espace et à un horizon assez proche. C'est quoi? Horizon assez proche, c'est quoi? Ouais, j'ai tendance à être optimiste, mais ça pourrait être 10 ans, allez, 15 ans, quoi. Hein. Tu as une start-up qui vient de commander à Thales, Alenia Space, la fabrication d'une station spatiale supplémentaire. Donc, c'est une start-up privée basée à Houston qui commande une station spatiale à Thales. Hein, c'est ça la réalité. Hein. Non, mais c'est impressionnant. Et ensuite, C'est beaucoup plus. En fait, ce que tu me dis là, je trouve est beaucoup plus intéressant finalement que la colonisation de Mars. Tu vois, que ce dont on parle assez régulièrement, l'histoire d'aller sur Mars, aller sur là. Non, 10 000 personnes, pas très très loin. Bah, là, on est encore dans le Vendée Globe. Les navigateurs c'est le truc que j'avais en tête. Les navigateurs du Vendée Globe, quand ils sont dans le Pacifique Sud, sont en fait plus loin plus loin de terre habitée que ceux qui sont dans la Station spatiale internationale. C'est ça, hein, l'idée, François. La station spatiale, elle est à 500 km, hein, donc c'est Paris-Lyon. Oui. Et tu vois, les Russes récemment ont battu un record en optimisant certaines trajectoires entre le moment où tu décolles et tu arrives dans la station spatiale. Auparavant, pour bien arriver, il fallait faire 2-3 tours de la Terre, et donc tu mettais plutôt 6 ou 7 heures. Ils y sont arrivés en 2-3 heures. Et tu vois, Tom Cruise, au-delà du délire là qu'on peut, ouais. Ça peut être efficace. C'est-à-dire travailler dans l'espace, parce que ça va être ça la question qui va se poser si tu veux y mettre 10 000 personnes. Après, c'est toute une question de business model, hein. Enfin, tu vois, ou d'économics. Il va falloir montrer qu'il y a certains produits qui sont moins chers à fabriquer dans l'espace. Sur le cloud computing, hein, ils ont montré que à la croissance actuelle, en 2050, juste le computing consommerait autant d'énergie que ce qu'on consomme, que toute la Terre consomme aujourd'hui. Tout ça parce qu'il faut les refroidir. Dans l'espace, tu n'as pas besoin de les refroidir. On améliore les liens de communication et donc on va pouvoir délocaliser, non pas en Chine, mais dans l'espace, un certain nombre de trucs qui polluent, qui nous dérangent. Si tu as autant de stations spatiales dans l'espace, alors le mining d'astéroïdes a du sens. Ouais, donc tu peux envoyer des vaisseaux avec de l'eau et c'est un coût quasiment nul en fait. Hein. Tu les envoies sur une astéroïde, tu ramènes tous les minerais que tu veux, hop, et tu les redescends, tu les traites. Hein. Donc ça veut dire que tu n'as plus besoin d'abîmer la Terre, entre guillemets. Ça veut dire que CO2, tu pourrais le produire dans l'espace. Parce que tous les mômes ont toujours rêvé de l'espace et que c'est peut-être aujourd'hui que beaucoup de gamins ou d'adolescents aujourd'hui peuvent se dire, ouais, là, sérieusement, on peut faire quelque chose dans l'espace. François, parce que le temps tourne très vite quand même. Ouais. On est encore dans la course, nous, Européens?
L'Europe, c'est compliqué. D'une part, d'un point de vue de budget, hein, si on compare le budget de l'Agence spatiale européenne, alors certes, ils l'ont augmenté, un coup ils l'augmentent, un coup ils le diminuent, mais on est encore dans un ratio de 3 ou 4 avec la NASA. Hein, donc c'est compliqué, sachant qu'aux États-Unis, l'US Air Force, son budget spatial est 2 fois supérieur à la NASA. Mais ça, on n'en parle pas. Alors, avec la création de la Space Force, ça devient un peu plus apparent, mais donc en termes de budget, on est quand même très loin et c'est embêtant. Ce qui se passe aussi dans l'espace, c'est que tu as une vraie course entre les Américains et les Chinois. Par peur de dominance chinoise, les Américains investissent énormément. On est repassé dans pas une guerre froide, mais quasi, plus avec les Russes, mais avec les Chinois. C'est la raison pour laquelle le spatial décolle, hein. C'est la commande militaire tirée par la concurrence chinoise. Ouais, et comme tu le disais, Jeff Bezos, il sort 1 milliard du jour au lendemain. Ariane Espace, pour qu'ils aient le même milliard, il faut 4 ou 5 sommets européens, quoi. C'est ça le sujet, François? Mais après, on pourrait avoir un Bernard Arnault qui sort 1 milliard de dollars de sa fortune, mais en France, on n'a pas les mêmes family office, on n'a pas les mecs n'ont pas la même intérêt. Il y avait Lagardère, il n'y en a plus. C'est ce qui nous manque. Voilà. Bon. Merci François. Ouais, vas-y, tu voulais rajouter un truc? Non. Et après, nous Starburst, on est contents. On partait d'une vision. Moi, quand j'ai démarré Starburst il y a 7-8 ans, tout le monde me traitait de fou. Les startups aéronautiques, les cycles longs, c'était impossible. Ce qu'on est en train de voir là, c'est que entre le moment où la startup se crée et où elle s'introduit en bourse de manière liquide, c'est-à-dire que les investisseurs peuvent reprendre leur mise, il se passe 4 ans et on fait x30. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de liquidités et de plus en plus d'investisseurs qui vont s'intéresser à l'espace, plutôt aux États-Unis, mais on va essayer de faire la même chose en France. Et du coup, on est sur un emballement qu'on a encore du mal à envisager. François Chopard, donc, était avec nous pour terminer cette... on a derrière toi quand même une étoile, on voit juste Île-de-France, tu vois, donc on se dit, allez. Il y a une carte. François Chopard, donc le fondateur de Starburst, qui était avec nous. Les amis, on se retrouve demain sur Sud Radio pour d'autres aventures d'entrepreneurs. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.